l'heure est grave, vraiment. Là, je passe par TikTok pour vraiment demander un support de tout le Québec. Moi et mon mari, on est un couple mixte. Mon mari est africain. On a une fille de 3 ans. Et puis, on est devant un renvoi imminent. On a reçu une lettre comme de quoi que mon mari devait quitter le Canada d'ici le 12 septembre. J'ai une lettre ici, là. Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Une nouvelle fois, je vous viens avec des nouvelles tristes. Vous le savez tant bien que mal, je n'aime pas venir sur cette chaîne distiller de mauvaises nouvelles. Mais je n'ai pas le choix. Cette nouvelle a besoin d'arriver aux oreilles des décideurs afin que notre frère Jean-Emmanuel puisse ne pas être rapatrié. Parce que une décision est tombée, il va se faire expulser du Canada le 12 septembre 2024. Alors revenons sur les faits. Jean-Emmanuel est arrivé au Canada depuis quelques années et il vit dans la Tuque. Pour ceux qui connaissent la Tuque, c'est une ville qui se trouve dans la région de la Mauricie, pas loin de Trois-Rivières. Une ville qui compte 11 000 habitants en 2021. Alors Jean-Emmanuel a fait une demande d'asile. Une demande qui lui a été refusée et on lui a émis donc une mesure de renvoi. C'est-à-dire, généralement, c'est une interdiction de séjour. Et pour ceux qui le savent, on a parlé sur cette chaîne de 3 mesures de renvoi. À savoir, dans le cas d'une mesure d'interdiction de séjour, vous devez quitter le Canada dans les 30 jours suivant l'entrée en vigueur de la mesure. Et pour ce qui est de la mesure d'expulsion, vous ne pourrez jamais revenir au Canada à moins de demander une ARC à l'agent de l'immigration, c'est-à-dire un avis de retour au Canada. Pour ce qui est d'une mesure d'exclusion, vous ne pouvez pas revenir au Canada pendant 1 an. Alors, dans le cas de Jean-Emmanuel, comme je vous l'ai dit tantôt, il a reçu une mesure de renvoi. Malheureusement, vous savez, lorsque vous recevez une mesure de renvoi et que vous ne vous conformez pas à la mesure, une autre mesure va tomber et dans son cas, c'est une mesure d'expulsion. Donc, il a jusqu'au 12 septembre pour quitter le Canada. Sinon, les agents lui feront quitter le Canada de force. Sinon, si on revient sur le parcours de Jean-Emmanuel, bien que cette mesure lui avait été ordonnée il y a quelques années, en 2019, Jean-Emmanuel se marie à une Canadienne. Et ensuite, ils auront un enfant qui aujourd'hui a 3 ans. Alors, Jean-Emmanuel introduit la demande de parrainage à travers son épouse, vu qu'il vit dans la province du Québec. Et vous savez, lorsqu'on parle de demande de parrainage, il y a un délai d'attente. Et ce délai d'attente est de 27 mois pour les personnes vivant dans la province du Québec et de 13 mois pour des personnes vivant à l'extérieur de la province du Québec. Et donc, dans le cas de Jean-Emmanuel, ils ont fait une première demande de parrainage qui n'a pas abouti. Ensuite, ils ont fait une deuxième demande de parrainage en 2022. Et vous savez, à l'heure où nous parlons, ils n'ont toujours pas reçu de réponse. Alors, Jean-Emmanuel et sa conjointe ont vite fait de prendre une représentante, c'est-à-dire un consultant réglementé qui suit le dossier. Malheureusement, vous allez écouter tantôt cette consultante réglementée en immigration canadienne qui semblerait un peu perdue dans le dossier compte tenu des délais exagérés d'attente que IRCC prend dans le dossier. Surtout qu'elle n'arrive même pas à avoir accès au dossier convenablement parce que IRCC ne daigne pas lui donner des réponses favorables. Sans plus attendre, écoutez la représentante. Bonjour, Mme Scatarin. Oui, bonjour. Peut-être juste commencer en nous résumant cette affaire. Qu'est-ce qui risque de se passer exactement? Puis c'est quoi le rapport là-dedans avec Immigration Canada? Oui, donc mon client, M. Jean-Emmanuel, a demandé l'asile il y a quelques années. À ce moment-là, une mesure de renvoi a été mise contre lui. Au travers des années, la mesure d'asile a été rejetée. Plusieurs étapes ont été franchies. Finalement, une mesure d'expulsion. Entre-temps, en 2019, monsieur s'est marié avec une citoyenne canadienne et ils ont ensemble une belle cocotte de 3 ans. Première demande de parrainage qui n'a pas abouti. Ils ont présenté une deuxième demande de parrainage en 2022 et c'est ça qui traîne en fait. Présentement, mon client est en processus de renvoi avec les services frontaliers. Et d'un côté, expulsion probable, future, et de l'autre côté, demande de parrainage qui n'aboutit pas. On ne sait pas quel délai, qu'est-ce qui se passe, et c'est ça présentement la situation. Bon, et là, si on décortique élément par élément, là, parce qu'on reviendra au
délai d'immigration au Canada. Il y a des gens qui viennent ici au pays, qui arrivent justement avec des demandes d'asile, puis certaines sont soit ça arrive évidemment que ce soit la plupart du temps vrai. D'autres, on a beaucoup de ces cas qui nous sont apportés de gens qui viennent sous des faux prétextes, des mauvais prétextes de demande d'asile. Pourquoi, du côté d'Immigration Canada, on a décidé de révoquer tout ça puis de ne pas croire votre client? En fait, c'est pas Immigration Canada qui n'a pas cru mon client. Les demandes d'asile présentées au Canada passent devant un juge, donc un commissaire de la section d'immigration, de la commission d'immigration. C'est le juge, en bout de ligne, qui décide si, oui ou non, la personne peut être reconnue comme réfugié selon la loi et selon seulement 5 motifs. Donc, c'est très sévère. Si c'est pas un de ces motifs-là pour lesquels la personne craint d'être persécutée ou a été persécutée, donc la demande d'asile va être rejetée. Donc, c'est vraiment le haut niveau du tribunal indépendant. Par la suite, il y a d'autres procédures, comme je le mentionnais, demande de parrainage ou peut-être demande de motifs humanitaires, que ça, c'est relié à IRCC, à Immigration Canada. Puis dans ce cas-ci, c'était quoi le motif de demande d'asile de votre client pour ici, puis pourquoi ça n'a pas été cru? Mais malheureusement, je ne suis pas au courant. Moi, je suis dans le dossier, ça fait seulement quelques semaines. Okay. Donc, je suis pas en mesure là, de répondre. La demande d'asile, le commissaire a jugé que malheureusement, monsieur ne pouvait pas être reconnu comme réfugié. Il a porté la décision en appel. Le refus a été maintenu. Et donc là, par la suite, il a fait d'autres procédures justement pour essayer de faire tomber cette décision-là, qui n'ont pas fonctionné. Là, on se comprend, vous le dites, il y a encore une attente là, qui se fait là, du côté d'une autre demande qui a été formulée. On est rendu, de ce que je comprends, un assez long délai. Merci. Est-ce que dans votre métier, vous qui devez en voir là, souvent, là, Mme Scatolin, des dossiers comme ceux-là, est-ce que c'est normal d'un aussi long délai de la part d'Immigration Canada? Dans ce cas-ci, je ne comprends pas la raison pour laquelle il y a un aussi long délai. Quand on fait une demande de parrainage, comme ça, de regroupement familial, donc c'est madame, citoyenne canadienne, qui parraine son époux, il y a différentes étapes. Les premières étapes ont été réussies. Monsieur a obtenu son CSQ, Certificat de sélection du Québec, donc approuvé par le Québec. Et là, maintenant, depuis ça va faire 1 an que le dossier traîne au niveau du Canada sans aucune explication. Donc, c'est seulement les dernières étapes et on ne comprend pas pourquoi ça traîne à ce point-là. Aucune nouvelle là, d'Immigration Canada. J'essaie de toutes les forces possibles de me mettre comme représentante au dossier. Comme je le disais, je suis nouvellement représentante. Donc, depuis le 17 juillet, j'ai fait signer des mandats de représentation par mes clients. Je les ai envoyés. 2 semaines plus tard, Immigration me demande maintenant une signature originale sur les documents. Bien que les signatures électroniques soient acceptées partout, aucune mention n'était faite de signature originale. Parfait. 29 juillet, signature originale, je renvoie. Quelques jours plus tard, on me répond, là, c'est compliqué, ça va nous prendre une lettre explicative. Mais une lettre explicative, j'envoie le formulaire requis, signé, tel que demandé. Et là, vous me demandez une lettre explicative. Alors, hier, j'ai fait signer un autre document à mon client à la main, en plus d'une lettre explicative, comme quoi mon client m'autorise comme représentante à son dossier. Donc, vous voyez, c'est vraiment... Puis tout ça, en fait, là, afin de savoir qu'est-ce qui traîne depuis 1 an du côté d'Immigration Canada. Donc, c'est vraiment ardu de se faire entendre. Ouais, ben c'est vraiment ce qui semble ressortir de tout ça, là, considérant que vous êtes quelqu'un qui travaille dans le milieu, qui évolue, puis qui a l'habitude de traiter comme ça. Je comprends sincèrement pas pourquoi là tout d'un coup on décide d'accumuler toutes sortes de détours puis de dédales administratifs là-dedans. C'est vraiment bizarre. Là, il y a des conséquences très réelles. Vous l'aviez dit tout à l'heure, là, on enclenche une procédure pour expulser littéralement monsieur dans ce cas-ci. Qu'est-ce qui risque d'arriver là, par la suite pour lui, pour la famille, puis pour son statut? Oui. Donc là, 22 juillet dernier, mon client a été rencontré au bureau de Québec pour justement commencer les
les étapes pour le renvoi. À ce moment-là, une situation s'est passée. Et bon, il s'est fait dire que d'ici le 12 septembre, il allait être expulsé du Canada, malgré la demande de parrainage en cours. Qu'est-ce qui est vraiment important ici, c'est justement de savoir à quelle étape la demande de parrainage est rendue. Parce qu'à un certain moment dans le processus, le renvoi, l'expulsion est mise sur pause par effet de la loi. Donc, c'est là que moi, je veux savoir, on est rendu dans le processus. Pourquoi on n'est pas rendu là afin que monsieur puisse demeurer au Canada avec sa famille, avec son épouse et leur fille de 3 ans pour pas être justement là, renvoyé du Canada. Donc, c'est vraiment concrètement une situation d'urgence, mini-1. J'essaie de communiquer d'un côté avec Immigration Canada, de l'autre côté avec les services frontaliers qui sont en charge du renvoi pour leur dire « Attendez un peu, laissez-moi voir où est-ce qu'on en est avec le processus de parrainage. » C'est une famille, un enfant impliqué. Le meilleur intérêt de l'enfant mineur est très important. Donc, c'est primordial qu'on puisse savoir qu'est-ce qui se passe vraiment là dans la demande de parrainage. Ouais, je vous avoue, là, Madame Scatolin, que je suis assez renversé par cette histoire-là. Là. Je comprends évidemment que les motifs là, de demande d'asile originelle sont peut-être flous. Il y a peut-être un problème, une problématique de ce côté-là. C'est difficile à savoir. Je veux pas juger après ça là, du jugement qui va être prononcé puis qui a déjà été prononcé par des cours. Mais le fait que vous soyez pas capable, comme consultante en immigration, de juste savoir où c'est qu'une demande est rendue, de juste être au courant d'être à quelle étape, de juste savoir une petite ordre d'idée de délai devant une conséquence aussi fatidique qu'une séparation familiale, mais je trouve ça cinglé. Madame Scatolin, je vais vous le dire, là, je trouve ça cinglé que dans un pays du G7, on soit capable de juste appeler et dire « Ma demande est où? » ou d'envoyer une petite demande en ligne et dire « Ma demande est où? » puis qu'on réponde tout simplement « On est à telle étape, point. » Là, il y a une famille, il y a un monsieur qui va peut-être devoir être, de ce que je comprends, déporté littéralement. Puis il sait pas si ça va arriver. Il sait pas si ces gens sont bonnes. On ne dit pas, puis on peut pas le savoir. Même si une experte fait des démarches, c'est tout ça. Je résume-tu bien la situation? Mais vous résumez très, très bien la situation. Et asile à part, là. Donc, moi, comme je disais, j'ai aucune... J'étais pas au dossier pour l'asile. Ça n'a même pas rapport avec la demande d'asile. C'est traité indépendamment en plus. Donc, ici, on a demande d'asile réglée, c'est correct. On a la demande de parrainage qui traîne. On ne sait pas où est-ce qu'on est rendu dans le processus. Et ma cliente a même appelé à l'immigration et elle leur a dit que j'étais leur consultante, que de m'autoriser au dossier. Et même malgré son appel, malgré mon envoi de 3 documents gouvernementaux comme représentante, je n'ai toujours pas accès au dossier, savoir justement qu'est-ce qui traîne, qu'est-ce qui peut être fait là, pour justement empêcher qu'une famille québécoise soit séparée. Ah, sincèrement, c'est assez extraordinaire. Je suis content que vous ayez attiré ça à notre attention, Mme Mélanie Scatolin. Vous êtes consultante réglementée en Immigration du Canada qui ne peut pas parler à Immigration Canada, puis on y répond pas comme il faut. Histoire spéciale, mais ô combien peu surprenante, sincèrement. Merci de nous avoir parlé. Ça fait plaisir. Bonne journée. Au revoir. Alors, chers amis, vous venez bel et bien d'écouter la représentante en immigration de Jean-Emmanuel. Et sans plus tarder, je vais vous faire suivre le cri de cœur de sa conjointe. Sa conjointe s'adresse à vous. Elle a besoin que vous partagiez cette vidéo afin qu'il puisse arriver aux oreilles des décideurs. Que Justin Trudeau puisse écouter cette vidéo afin de renverser la décision. Parce que Jean-Emmanuel a déjà contribué à l'économie québécoise, canadienne. Jean-Emmanuel s'est établi ici. Jean-Emmanuel a une fille, a une femme. Et il n'aimerait pas se faire expulser le 12 septembre 2024. Il veut rester au Canada. Le Canada fait déjà partie de sa terre d'accueil. Alors, chers amis, n'hésitez pas à partager massivement cette vidéo afin que la décision puisse être renversée et pour que cette famille puisse être unie à tout jamais.